Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, je vous souhaite la bienvenue à cet épisode du balado du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend, ensemble, le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière est une personne démesurément passionnée par son travail de météorologue à Environnement Canada. Mais avec son parcours tantôt en art, tantôt en sciences, elle est la première guerrière dont l'enregistrement s'est tenu en présentiel. C'est avec un honneur sans borne que je vous présente mon amie Annie Brault. Bonsoir Annie. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation ce soir. Comment vas-tu? Ben ça va bien. Très heureuse d'être là pour cette première édition en direct. Oui, depuis, ça fait déjà un an et demi. Presque un an et demi, presque 2 ans en fait. J'ai commencé en janvier il y a 2 ans. Voilà, première fois avec la personne. Je trouve ça excitant. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. J'espère ne pas trop bafouiller, ne pas trop me perdre. Mes repères habituels ne sont pas là. J'espère que vous me pardonnerez, public et toi aussi, Annie. Donc, écoute, ce soir, ce que je te propose, c'est qu'on parle de ton travail actuel, météorologue à Environnement Canada. Je suis super curieux de savoir ce que c'est, comment ça se passe et tout. On va parler aussi de ce qui a été le cheminement vers ce que c'est. Et aussi, on va parler de ton hobby principal, en tout cas, un des hobbies principaux que tu as sur la couture. Je suis vraiment curieux de voir ce que c'est. Est-ce que ça te va tout ça? Ben oui. Parfait. Écoute, on lance ça. Donc, tu es météorologue à Environnement Canada. Est-ce que tu peux m'expliquer? Donc, premièrement, là, je pense que la question que je vais poser dans l'ordre, là, c'est combien de fois tu as entendu « ça marche pas, la météorologie » ? Un nombre incalculable de fois. C'est sûr, de façon générale, ce genre de commentaires-là, c'est envers les prévisions publiques. Uh-huh. Bon, moi, je suis dans le domaine de l'aviation, alors c'est toujours mon excuse Oui, pour me retirer de cette question. Mais ceci dit, moi, je trouve qu'on fait quand même un excellent travail. C'est plus un problème... on se comprend pas très bien. On a un problème de communication. Les prévisions sont pas bien expliquées. Je pense que les gens savent pas lire la prévision. Quand les petits dessins, les petits icônes sont apparus, là, moi, ça a été la fin, là. D'accord. Faut jamais regarder juste un petit dessin, ça dit pas grand-chose, un petit dessin. Faut lire. Ben là, écoute, tu piques ma curiosité. Pourquoi faut lire? Qu'est-ce qu'il faut lire en particulier? Je pense que la plus grande chose qui est mal comprise du public, c'est de la différence entre de la pluie et des averses. Je pense que c'est la plus grande critique qu'on a sur les prévisions, surtout l'été. En fait, l'été, il y a beaucoup moins de gros systèmes, c'est juste des petits cumulus qui se développent, qui deviennent des nuages plus bourgeonnants. Et on se retrouve avec des petites averses qui tombent de ça. Et ça, ces petits nuages-là, il peut y en avoir n'importe où. Ils sont relativement petits. Donc, c'est très difficile pour nous de prévoir où est-ce que ça va tomber, là, ces petites averses-là. De façon très exacte. De façon très exacte. Donc, quand on prévoit des averses pour une grande région, puis qu'il y a des averses, nous, on est très satisfaits de notre prévision, sauf que la personne qui était à un endroit très précis, puis qui est à côté du point où il y a eu l'averse, puis que lui, il n'y en a pas eu d'averse, oui, il est fâché, parce qu'on a annoncé de la pluie, puis il n'est rien tombé. Oui, voilà, donc c'est pas évident de faire comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement des averses. Tu vois, je savais pas qu'il y avait une différence entre de la pluie et une averse. Si je comprends bien, là, pour le bénéfice des gens à la maison, une averse, c'est localisé petit, alors qu'une pluie, ce serait toute la journée sur un grand secteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Quand on annonce de la pluie, là, comme vous voyez ça, 80-100% de pluie, c'est un système qui approche, puis vous vous réveillez, il fait pas beau, puis le soir, probablement qu'il fait pas beau encore, puis qu'il pleut toute la journée.
journée. Là. Puis ça, les risques de se tromper, ils sont pas grands. Non, à moins d'être vraiment sur la bordure du système, là, d'accord. puis, ouais. D'accord. C'est quoi la différence qu'il y a entre, par exemple, justement, là, je pense qu'on a toute une image due à la télévision de ce que c'est que la météorologie, puis ce que toi, tu fais au jour le jour dans le volet aviation. Oui. Le travail de météorologue, c'est un travail d'analyse de données. Là. Okay. Donc, on fait des chiffres de 12 heures devant un ordinateur. Ça n'a rien de très glamour, là. Est-ce que vous avez des tables qui se lèvent et qui se baissent au moins? Okay. Oui, parce que sinon, le dos serait pas très heureux. Oui. Donc, on a des modèles météorologiques qui sortent à chaque 6 heures. OK. Et c'est ça. Notre travail principal, c'est d'analyser la sortie de ces modèles-là, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, puis de corriger, de se faire une image mentale de ce qu'il faut corriger. Puis ensuite, on le traduit en un produit qui est lisible pour le client qu'on a, donc soit le public ou l'aviation, c'est d'autres choses, là. Donc là, dans ton cas, le public en question, pas le public, mais le client, c'est l'aviation. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que c'est que si tes prédictions se trompent, il y a un avion qui va crasher derrière? Là, j'aurais tellement de choses à dire pour expliquer c'est quoi notre travail. En fait, j'aimerais ça parler en premier de l'aviation, peut-être. Ça aiderait à comprendre à quoi servent nos prévisions. Je t'en prie. Donc, on fait des prévisions pour des aéroports. C'est sûr, la première chose qui vient en tête, c'est des gros aéroports comme Dorval, Pearson à Toronto. Ça, c'est des gros avions. Avec un bon achalandage, là. Donc, on parle de beaucoup d'argent, on parle de beaucoup de gens. Donc, c'est ça, des impacts financiers et des impacts sur beaucoup de personnes. On a aussi un paquet de petits aéroports un peu partout au Canada. Si on pense au Québec, on a un aéroport à Bécomo, à Montjoli, à Robertval, à Bagotville, au Lac-Saint-Jean. Puis aussi, et dans le nord du Québec. Oui, c'est ça. Oui. C'est là que j'arrivais. Dans le nord du Québec, écoutez, les avions dans le nord du Québec, c'est leur transport en commun. Là. Pratiquement le seul moyen. Et il ne faut pas l'oublier, c'est l'ambulance aussi. Des hôpitaux dans le Grand Nord, il y en a un principal, il est à Coudjouac. Alors, si vous êtes à Omioudjouac, puis que vous avez une crise d'appendicite, il faut prendre l'avion, puis il faut s'en aller à Coudjouac, parce que je pense pas qu'il y a un bloc opératoire à Omioudjouac. Donc, c'est beaucoup moins de gens. Ça impacte, c'est ça, moins de personnes, mais c'est des questions cruciales. Ouais. Donc, c'est des vols importants quand même pour d'autres raisons. Mais là, tu t'occupes de tout ça? On couvre... on va recommencer. On a 2 bureaux de prévision d'aviation au Canada. On en a un à Edmonton, qui couvre l'Ouest, les prairies, puis le Grand Nord canadien. Okay. Et on en a un ici à Montréal qui couvre l'Ontario, le Québec, les Maritimes et l'océan Atlantique. Donc, ça me paraît invraisemblable. Donc, c'est ça. Donc, on est sur un chiffre normal de travail, on est entre 5 et 6 météorologues pour couvrir à Montréal, donc le territoire qui part de l'Ontario jusque dans l'océan Atlantique. D'accord. Donc, typiquement, un météorologue va s'occuper d'une quinzaine d'aéroports là, dans sa journée. Là. OK. Puis, où je m'en allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Donc, les petits avions, ils sont très sensibles à la météo. Ça leur prend pas grand-chose pour ne pas être capable de décoller ou d'atterrir. Le brouillard, ça va pas. Bien sûr, les orages, ça va pas. En tout cas, ça prend pas grand-chose. Les gros avions sont pratiquement capables d'atterrir puis décoller dans n'importe quelle condition, presque. Alors là, la question qui se pose, pourquoi mon vol est retardé? Pourquoi mon vol est annulé? Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui va changer dans un gros aéroport, c'est le taux d'arrivée et de départ des avions. Ah, oui. Donc, les avions sont capables d'atterrir, sont capables de décoller. Sauf qu'il y a un taux par aéroport, là, disons, prenons Dorval, qui a généralement un taux de 34 avions par heure qui peuvent décoller, arriver. Sauf que là, en cas de mauvaise météo, ce taux-là va diminuer. Okay.
Mais les vols ont été prévus depuis des mois et des mois et des mois. Puis, il y a toujours une période d'achalandage dans la journée là, où tous les vols atterrissent là, qui viennent de l'Europe. Puis, ben là, si tout d'un coup, on avait 34 avions de prévus, puis là, ben là, finalement, on peut en faire atterrir juste 20, ben là, on a un problème. On a 14 avions qui peuvent pas atterrir. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 14 avions-là? Ce qui est effectivement problématique. Oui, c'est ça. Donc, soit les conditions météo étaient déjà prévues avant le décollage de cet avion-là, et là, on va retarder son départ pour qu'il puisse atterrir plus tard, à un moment où, finalement, le trafic est moins dense. Finalement, on avait prévu disons que votre vol, il devait atterrir à Montréal entre 2 et 3 heures, puis là, ben ça fonctionne pas. Ben on va le retarder entre 3 et 4, ou là, peut-être il y avait moins de vols qui allaient atterrir, puis là, notre taux va être respecté si on ajoute un avion dans cette période horaire-là. Donc, on peut... Je t'arrête 2 secondes. Oui. Est-ce que ça veut dire que, mettons, un avion qui serait en partance de l'Allemagne pourrait partir en retard parce qu'on prévoit que 6h30 plus tard, à Montréal, il fera pas beau? Exact. D'accord. Exact. Donc, c'est ça, on peut retarder un vol. Si l'avion est déjà parti, puis que là, les conditions se dégradent plus qu'on avait pensé, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on peut faire tourner l'avion au-dessus de l'aéroport. Solution numéro 1. Solution plus drastique, on peut le faire atterrir ailleurs. OK. Ça arrive souvent, ça? Ben non, pas si souvent, mais quand même, ça arrive. Et là, c'est là qu'il faut être conscient que un avion qui décolle a toujours un plan de vol. Et dans ce plan de vol-là, il y a toujours ce qu'on appelle un aéroport de dégagement. C'est un aéroport de secours. Et cet aéroport-là peut être plus ou moins éloigné ou proche. Et ça nous prend l'essence pour s'y rendre. C'est la partie importante dans tout ça. Et l'essence, ça coûte cher, c'est lourd et ça diminue la puissance de l'avion. Donc, on ne veut pas en transporter trop pour rien. On veut en transporter juste la bonne quantité. Mais on veut quand même rester en sécurité. Oui, c'est ça. Il y a un buffer important, là. Alors, il y a ce qu'on appelle les planificateurs de vol qui font les plans de vol en fonction de la météo. Et là, c'est là où que nos produits deviennent très importants. D'accord. Ça les aide à planifier ces aéroports de dégagement. Là. OK. Donc, ton rôle à l'intérieur de ça, c'est pas de leur dire prévoyez-vous à être retardé, c'est voici la météo. Arrangez-vous. C'est à vous de comprendre ce que ça veut dire, c'est ça? Oui. D'accord. Ben, ceci dit, on peut toujours être en contact avec les gens, ils peuvent nous appeler. Donc, ça fait partie de notre travail aussi de communiquer notre confiance aussi, parce que, tu sais, dans une prévision, tu sais, on peut dire « c'est ça qui va arriver », mais est-ce qu'on est vraiment confiant ou on est nous-mêmes en train de se dire « je suis pas sûr ». Donc, la personne qui lit la prévision en voyant notre prévision, elle le sait pas, ça. C'est quoi notre niveau de confiance? C'est ça. C'est un mot, voici la prévision. C'est ça. Donc, ça vaut la peine d'appeler à ce moment-là le prévisionniste pour lui demander, est-ce que tu es vraiment sûr? Non, je suis pas vraiment sûr. Peut-être que finalement, c'est plus une heure plus tard que le dégagement va se faire. Bon, tu sais, tout ça, ça fait partie de notre travail de communiquer l'incertitude. D'accord. Mais là, tu vois, tu m'amènes naturellement à un questionnement que j'avais là-dessus. J'avoue, c'est peut-être une question un peu, j'allais dire méchante. C'est pas méchante, mais pourquoi c'est pas entièrement des machines qui font ça? Pourquoi on a besoin d'un humain pour faire l'interprétation de ces données-là? C'est une excellente question. Là, je vais pas me tirer dans le pied comme météorologue. Nous sommes toujours essentiels. Mais je vous avoue, les modèles sont de plus en plus performants. Là. Moi, ça fait 12 ans que je fais ce travail-là et je vois une différence là, au niveau du modèle. Depuis 12 ans, il y a eu une bonne amélioration. Ceci dit... c'est pas parfait. Attention. Non, ce n'est pas parfait. Et écoutez, la météo, c'est extrêmement complexe. C'est pas pour rien que les ordinateurs les plus puissants au monde, ils servent à rouler des modèles météorologiques. Il y a tellement de paramètres dont il faut tenir compte. C'est quelque chose qui est en 3 dimensions. C'est des fluides. C'est extrêmement complexe. Puis, c'est ça. On est restreint par la puissance de l'ordinateur. Okay. C'est ça notre frein. On est freiné par la résolution du modèle. OK. Donc là, quand on parle de résolution, on parle de la quantité de pixels qui est
qui est évalué par pas la capacité de résolution de problèmes du modèle. Ouais. Ben, le terrain a énormément d'influence sur la météo. Et si on n'est pas capable de représenter comme il faut le terrain dans le modèle, parce qu'on n'a pas cette capacité-là, bien, on vient de massacrer un peu là, tout ce qui se passe à bas niveau. Là, c'est pas une exagération. Le Mont-Royal a un effet sur la météo à Montréal. Là, c'est pas gros, le Mont-Royal, c'est une colline, mais ça a quand même un effet. Il est pas énorme, on se mentira pas, mais ça a un effet. Donc, écoutez, les Rocheuses, ben c'est catastrophique. Là. Le modèle, sa performance pour un point donné dans les Rocheuses, c'est pas très bon. Donc, c'est ça. On est freiné par ça, par la résolution du modèle. Donc, le modèle est très performant à haute altitude, là où il n'y a pas de friction, là où il n'y a pas grand-chose qui vient... Juste appliquer la dynamique des fluides. Ben, exact. Donc là, ça fonctionne très bien. Mais tout ce qui est les effets locaux à bas niveau, les nuages de bas niveau, ça laisse beaucoup à désirer. OK. Donc là, on est très utile. On apporte une plus-value au modèle. Oui, d'accord. Mais est-ce que ça veut dire qu'éventuellement, ça sera le rôle du météorologue va changer? J'imagine qu'avec l'introduction d'intelligence artificielle, par exemple... Effectivement, ben écoutez, c'est dans l'air depuis plusieurs années. Là, on se le fait dire là, à chaque année que... la fonction de météorologue va changer, qu'on va devenir plus des consultants, des experts ou pour des événements plus catastrophiques, disons. Oui, c'est ça. Donc, on va avoir plus une expertise sur le temps violent ou des choses comme ça. Là. OK. Oui. Dans les événements plus rares sur lesquels l'ordinateur est peut-être moins habitué oui, exact. de voir les choses passer. Là, on a passé plusieurs choses. Là, j'ai pas regardé sur ma... C'est là où... J'étais dans une lancée. Là. Ben oui, mais là, c'est ça, là, mes habitudes qui partent. Ah! Voilà, je reviens dans où est-ce qu'on était. Là, je sais pas si c'est un mythe, mais apparemment, contrôleur aérien, c'est la job la plus stressante au monde. Est-ce que vous avez une job qui est au moins autant stressante de votre côté? Non, bien sûr que non. Okay. Non, c'est sûr. On peut être en contact avec ces gens-là, ils peuvent nous appeler, on peut ressentir leur stress au téléphone, mais sinon, nous, le seul stress qu'on a, c'est d'envoyer des produits à des heures fixes. Là. Pas, tu rentres pas sur la job puis en disant que ce matin, je suis en forme, je vais travailler, mais cet après-midi, je suis pas super en forme, je vais clencher mon travail ce matin. Non, ça marche pas comme ça. On a des produits à remettre à des heures fixes. Là, donc... C'est le seul stress. C'est le seul stress, d'accord. Qu'on a, Parce que finalement, au final, c'est ça. C'est pas vous qui prenez les décisions. Il n'y a pas de grand. Il faut quand même avoir les bons choix qui ont été faits. Oui. Tu disais que, puis là, je parle, j'y vais de mémoire parce qu'on se connaît depuis quelques années déjà. À l'époque, il y avait plusieurs modèles qui tournaient en parallèle. Et puis, il fallait choisir un des modèles en fonction des temps qui existaient à ce moment-là. Certains modèles étaient plus précis que d'autres à certains moments. Est-ce que c'est encore le cas, ce genre d'affaires-là? Oui, ça l'est. C'est une question très, très complexe. On a au Canada des modèles qu'on roule sur notre territoire. Chaque pays, pratiquement, en tout cas, des pays principaux ont leur modèle météorologique. Qui sont pas les mêmes. Qui sont pas les mêmes. Puis, bon, dans le cas des États-Unis, leurs modèles sont publics. Donc, on a accès à leurs données. Au Canada, bon, c'est pas le cas. Donc, si des gens veulent consulter le modèle canadien, ils doivent payer. Là, c'est pas diffusé. Chaque modèle, là, c'est plus, c'est moins. Et généralement, les modèles sont développés en fonction de notre climat, notre géographie, puis sont centrés sur une fenêtre. C'est, je sais pas si je vais réussir à bien expliquer ça comme ça on the fly, mais
comme c'est quelque chose qui est en 3 dimensions, puis bon, qu'un modèle, on est réduit par un espace, là, tu sais, on peut pas avoir un modèle qui est infini, là, il faut créer une fenêtre, puis faire entrer des fluides là-dedans, là, puis dans toutes Et on regarde pas ce qui se passe autour de ça. Ben, c'est ça. Et là, fait que là, on comprend que ce qui se passe aux extrémités de cette fenêtre-là, c'est pas très précis, ça représente pas très bien la réalité, et ce qui est au milieu de la fenêtre devient quelque chose de plus intéressant, plus précis. D'accord. Donc, nous, au Canada, on roule notre modèle centré sur le Canada. Oui, évidemment. Donc, évidemment, c'est fait pour nous, alors que le modèle américain, il va être centré sur les États-Unis. Donc, si vous essayez de faire une prévision pour Inukjuak à partir du modèle des États-Unis, ben, on est loin du centre de la fenêtre. Ouais, donc, ben, ce sera pas super bon. Donc, ben oui, pour la frontière entre le Canada et les États-Unis, ben oui, les modèles américains peuvent avoir une très bonne performance et dans certaines situations, même meilleure que le modèle canadien pour X raisons. Mais c'est sûr que dès qu'on s'éloigne de la frontière, on s'éloigne de la fenêtre sur laquelle est centré le modèle, et donc ça devient moins précis. Ouais, je comprends mieux ce que ça veut dire maintenant de choisir les modèles finalement, parce que y a des... C'est pas juste sur... voici, je pense que le vent pousse dans cette direction, alors ce modèle est meilleur. Il y a des critères plus objectifs que ça, là. Puis c'est en constant développement, là. Tu sais, bon, chez Environnement Canada, on a plusieurs modèles. Un modèle global qui a une résolution, bon, beaucoup plus... moins fine, mais bon, sur un plus grand espace, et un plus grand espace-temps, surtout. Et bon, plus la résolution est fine, moins on le roule sur un grand espace de temps parce que, bon, on n'a pas... trop de puissance de calcul nécessaire. Exact. Puis, bon, c'est en constant développement, comme je disais. Donc, les nouveaux modèles avec une résolution plus fine, on pourrait s'attendre à ce qu'ils soient vraiment meilleurs, plus performants, mais on est en train de les développer. Puis là, il y a toujours des surprises. Puis, ben non, finalement, ça, dans ces conditions-là, ça marche pas bien. Il faut recalibrer les équations. Donc, il y a toujours un travail continuel qui est en train d'être fait. Donc, on peut pas toujours se dire, le nouveau modèle à meilleure résolution, c'est le meilleur, puis maintenant, on jette les autres parce que les autres, c'est plus bon. Non, c'est un travail continu et c'est tout le temps en observation et on peut jamais comme se dire ce modèle-là, c'est le meilleur, on prend celui-là puis on regarde plus les autres. Non, c'est ça, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Je comprends. Je trouve ça vraiment fascinant, le travail de météorologue. Je pense que je vais partir sur une tangente, là, je m'excuse. Là, je parle de mes, j'allais dire intérêts, mais c'est plutôt des intérêts personnels. Est-ce que tu as entendu parler, il y a des gens qui pensent que la Terre est plate? avec ton expérience, ça te fait quoi au cœur? J'aime mieux pas trop y penser parce que j'ai envie de pleurer. Parce que il y a beaucoup de choses là, qui sont développées, ne serait-ce que parce que, justement, la Terre elle est sphérique et avec toutes ces idées-là, puis c'est quand même triste. Bon, je m'excuse de sortir sur cette tangente-là, mais ça m'a fait penser à ça. Peut-être pour conclure sur la partie météorologique, j'aimerais savoir, qu'est-ce que toi, tu trouves passionnant à l'intérieur de ton travail? Je sais pas si les gens vont aimer entendre ça, mais ce que j'aime d'une certaine façon, c'est un peu le gamble. J'aime pas dire ça, mais tu sais, il y a jamais de certitude totale. Donc, on fait une prévision au meilleur de notre connaissance, on envoie ça, on s'en va se coucher, on revient le lendemain, puis là, on voit tout de suite, est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? D'accord. Donc, il y a toujours un petit thrill là, à envoyer sa prévision. Là. C'est le fun, puis c'est comme c'est justement pas une science exacte, c'est vraiment thrillant. Là. Il y a beaucoup de choses à regarder, c'est jamais plate. Là. Il y a toujours quelque chose d'intéressant quelque part. C'est continuel, donc c'est ça, Non, c'est vraiment intéressant. J'adore mon travail. Mais là, ça me fait demander, est-ce que vous faites des poules, genre le nombre de personnes qui ont eu raison et le nombre de personnes qui ont eu plus tort à la fin de l'année? Ben non, parce que il y a toujours juste un météorologue sur
un endroit, là, on n'est pas plusieurs à faire le même endroit, mais oui. Parce qu'à la fin, on pourrait faire des stats. Ah, tel météorologue s'en est mieux sorti, mais c'est peut-être pas une bonne idée, en fait. Non. Est-ce que tu as choisi météorologie à Environnement Canada, volet aviation, parce que tu étais intéressé à la base par l'aviation? Genre, tu voulais être pilote dans ta vie ou pas? Non, pas du tout. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant chez Environnement Canada. OK. En fait, il n'y a rien à l'université qui prépare à devenir météorologue. Il n'y a pas de programme de quel tu sors de l'université, puis tu as les connaissances nécessaires pour être météorologue. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est un bac en sciences de l'atmosphère et des océans à McGill. Puis ensuite, quand Environnement Canada t'engage, suite à un examen, une entrevue, bien entendu, ils te forment. Donc, ça prend 1 an. On est formé pendant 1 an avec des examens chaque semaine. En tout cas, c'est vraiment comme si on était encore à l'école, à l'université. Donc, c'est ça. Pendant 1 an, on apprend à devenir météorologue, à faire des prévisions. Et au bout de cette année-là, là, on est lâché dans la nature. Donc, c'est Environnement Canada qui s'assure que leur météorologue soit consistant à l'intérieur de... Ah oui, c'est vrai. Puis là, j'arrive en fait à ta question. C'est que durant la formation, au bout de quelques mois, là, on nous présente, vous pouvez vous en aller du côté de l'aviation, vous pouvez vous en aller du côté du public, puis OK. là, on devient spécialisé pour l'aviation ou pour le public, là, durant cette formation-là. Donc, public, ce serait pour ce qui va éventuellement, par exemple, être à la télévision. Non, c'est les gens qui font aussi un travail devant l'écran, là, d'analyse de données qui font les prévisions. Mais ce qui est envoyé pour ce qui va être utilisé finalement. Oui, ce qui apparaît dans les bulletins météo, quel que soit votre médium, pour le regarder. C'est ça, ça peut être télévision, ça peut être le journal, peu importe, mais c'est destiné au grand public. Oui. Est-ce que... Puis là, je pense que je me réfère encore une fois à ce qu'il y a par rapport au public, mais j'imagine que vous faites jamais des prédictions sur le lendemain même ou dans 2 jours. Là. C'est toujours des choses dans les 6 heures à venir, 4 heures à venir. Là, ça, c'est une des grandes différences entre l'aviation puis le public. À l'aviation, on est vraiment en court terme, là. Pour nous, une prévision long terme, c'est 24 heures. OK. Donc, disons, nos 6 premières heures sont très cruciales et très précises. C'est la grande différence avec les prévisions publiques, là. Nous, ça aide à moins se tromper aussi. Mais, oui, on peut voir ça comme ça, mais en même temps, le degré de précision demandé est quand même assez élevé, là. Particulièrement les vents. À l'aviation, c'est probablement la chose la plus critique. C'est les vents. Ouais. Puis, tu sais, on prédit ça au 10 degrés près, là. C'est ça. Donc, il y a certains aéroports qui ont des critères très particuliers. Puis, si on passe de 320 à 330 degrés, ben là, ça change tout, là. Ah ouais, OK. Oui, donc, oui. Faut être très précis dans ce cas-là. Oui. Tu nous as amené, puis j'ai envie de continuer là-dessus, sur les études que tu avais fait, notamment en atmosphère et océan là, à McGill, en sciences de l'atmosphère et océan, mais j'aimerais en fait même reculer un peu plus parce que durant ton adolescence, ce qui m'a apparu être le plus important, puis là, je me base sur la biographie que tu m'as envoyée et à partir de maintenant, on va être très, très dans la biographie que tu m'as envoyée. Tu t'es visiblement destiné pas du tout à être météorologue, mais tu avais plutôt envie d'être artiste. Me trompais-je? Une grosse question. Oui, ben écoutez, mon parcours n'a pas été linéaire, on peut le dire ça comme ça. Mais la météorologie, ça sort pas de nulle part non plus. OK. Enfant, je sais pas si... je sais pas s'il y a des gens qui vont se souvenir de ça, qui sont assez vieux pour se rappeler de la presse, le cahier des sports, la dernière page au verso, c'était une page complètement dédiée à la météorologie avec des cartes d'analyse. C'était fantastique. Wow. Je suis très triste qu'on ait plus ça aujourd'hui.
Puis moi, comme enfant, je découpais les cartes d'analyse, je collais ça sur des feuilles pour voir l'évolution des systèmes, comment les choses bougeaient. J'étais fascinée par ça. Il y avait quelque chose déjà. Et si vous ouvrez mon livre de finissant du secondaire, dans 20 ans, je me vois comment, alors il est écrit que je vais être météorologue. Ah, d'accord. OK. Donc, c'est effectivement pas... ça sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part. Mais... pour le meilleur et pour le pire, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses et qui avait de la facilité dans beaucoup de choses. J'ai l'impression que j'aurais pu être à peu près n'importe quoi. J'aurais pu faire un paquet de métiers et en être satisfaite et heureuse. Alors, des fois, trop de choix, c'est comme pas assez. Et c'est pas facile de choisir. J'ai passé beaucoup de temps dans mon enfance avec la musique. La musique a pris une grosse partie de mes premières années. J'étais pianiste. J'avais un certain talent, une certaine facilité, disons-le. Puis je faisais beaucoup de concours, j'adorais ça. C'était quelque chose qui me motivait beaucoup. L'école, je trouvais ça ennuyant pour désolée. Je trouvais ça ennuyant, je trouvais ça plate. Je trouvais que ça avançait pas assez vite. Ça me démoralisait un peu. Ben pour quelqu'un qui découpe les trucs de la presse qui affichent l'évolution des systèmes météorologiques à l'enfance, je pense que ça étonnera pas beaucoup de monde actuellement. Ben en tout cas, bref, la musique, c'est ce qui me permettait, tu sais, de satisfaire cette espèce d'envie de curiosité, puis de performance aussi. Je pense que j'étais et je suis toujours quelqu'un qui aime bien performer. Donc, oui, c'est ça. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec la musique. Je me suis rendue assez loin dans tout ça. Je suis au secondaire. J'ai été acceptée au Conservatoire de Montréal, en musique, toujours. Puis, ben, à l'adolescence, ben, à un moment donné, il se passe quelque chose. On se fait des amis, hein? Puis, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a d'autres choses, puis qu'on a envie... on a envie de faire autre chose que pratiquer son piano 4 heures par jour. Donc, alors là, ben, j'ai abandonné le piano à 14 ans. Puis, j'ai pas vraiment de regrets. Non, c'est ça, j'avais demandé, ça a été vécu comment, ça? Il faut le dire aussi que, bon, le conservatoire, c'était pas idéal, hein? J'habitais à Joliette. Mon père était décédé une année auparavant. Ma mère se chargeait de m'amener à Montréal, faire l'aller-retour 2 fois par semaine, dont une fois, je pense que c'était le jeudi soir, là, en plein trafic, là, après l'école. Fallait se rendre au centre-ville, au conservatoire, parce que dans le temps, c'était au centre-ville. C'était pas agréable. Il y avait pas grand-chose de le fun dans tout ça. Puis bon, c'est ça. J'ai fini par me décourager. Puis ma mère, en voyant aussi le peu d'enthousiasme. Quand tu passes de 4 heures à 1 heure par jour et... Ben non, je pratiquais quand même beaucoup, mais c'est ça, c'était le manque d'enthousiasme. Tu sais, je sortais pas de mon cours de piano emballé, puis là, on se tapait quand même la route, le trafic et tout ça. Donc, c'était pas gagnant. Alors, j'ai mis un terme à ça. OK. Et j'ai développé d'autres intérêts. J'allais dans une école secondaire où il y avait à chaque année une comédie musicale qui était montée. Puis c'était une comédie musicale quand même à grand déploiement. Là. On avait des musiciens, c'est ça, on jouait, on chantait. Je t'imagine tellement en comédie musicale. J'adorais ça. Là. J'ai participé à chaque année à la comédie musicale. C'était... C'est là que j'ai découvert une espèce de... j'ai retrouvé, en fait, un plaisir d'être sur scène, parce que, bon, j'avais passé mon enfance sur une scène au piano, mais là, c'était différent, c'était avec des gens, j'étais pas seule, tout d'un coup, j'étais avec une gang, puis c'était... j'étais une petite fille quand même très réservée, tu sais, j'étais pas quelqu'un de très... exubérant. Oui, c'est ça, de très exubérant. Puis tout d'un coup, sur une scène, moi,
tout sortait, là, tu sais, tout le méchant, les rôles de méchants, j'adorais ça, là, les rôles. Ah ouais? Oui, j'ai fait Rizzo dans Grease, tu sais, la petite bitch, là, j'adorais ça, mon Dieu, j'ai eu du plaisir à faire ça. Parce que tout d'un coup, c'est ça, ça me permettait de sortir d'autres choses. D'accord. Et avec tout ça, j'ai songé à passer des auditions à l'École nationale de théâtre, puis à l'UQAM aussi, puis au conservatoire. Mais bon, c'est pas... ils en prennent pas beaucoup par année. C'est notablement difficile. Oui, c'est ça. Donc, les auditions, je pense que je les ai faites 3 fois. Et bon, ça n'a jamais été un succès. Alors, il a fallu mettre une croix là-dessus. Et c'est là, finalement, que tu décides de revenir vers les séances? Non. Non, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ça, ben oui. C'est plus compliqué que ça. À la fin de mon secondaire... en fait, même si j'ai abandonné le piano, la musique, ça restait quand même proche de mon cœur. J'ai comme décidé de recommencer avec un nouvel instrument, sans stress, sans... on recommence à la base, là, il va petit. Alors, j'ai essayé le violoncelle pendant 2 ans. Puis ensuite, je pense en secondaire 5, j'ai commencé la guitare classique. Et là, ça, j'aimais bien ça. Et j'ai décidé d'entrer au cégep, de m'inscrire en un double deck, sciences nature et musique. Dans le but de continuer en sciences nature. Mais j'avais envie de diluer ça un peu avec un peu de musique. Parce que, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je me suis inscrite en guitare classique. D'accord. Et finalement, mélanger sciences nature et musique, c'était pas facile, on dirait émotionnellement, c'était pas tant scolairement, là, ça allait bien, là, mais j'avais de la misère à mélanger ces deux mondes-là. C'était 2 cliques très différentes, des gens complètement aux extrêmes. On dirait que ça se mélangeait mal dans ma vie, dans mon cœur. Je me sentais comme pas bien, déchirée. Puis j'ai eu envie tout d'un coup de pousser musique. Alors, j'ai abandonné mon double deck, j'ai abandonné le volet sciences. Qui était le volet, on le rappelle, qui était censé être conservé. Oui. Et je suis retournée au piano. Alors, oui, je suis entrée en guitare classique, mais je suis retournée au piano parce que là, je me suis dit, là, ça suffit, l'exploration, là, on revient aux choses sérieuses, t'es une pianiste. Ça, dans quoi t'es bonne. Alors, voilà. Alors, j'ai achevé mon deck comme en piano. Puis là, à la fin de tout ça, à la fin de ce deck-là, j'étais vraiment très perdue. C'est là que j'ai notamment fait des auditions en théâtre. J'avais vraiment beaucoup d'espoir pour ça. Alors que maintenant, avec le recul, j'aurais dû me garder une petite gêne, disons. Et en voyant que ça n'avait pas marché, il fallait bien que je m'inscrive quelque part à l'université. Et je suis aussi une très grande lectrice. J'ai énormément lu, surtout dans ma jeunesse. Bon, là, comme maman, je lis un petit peu moins. Ça a diminué un peu le rythme des livres. Mais écoute, entre 10 et 25 ans, là, la quantité de livres que j'ai absorbés, c'est assez impressionnant, je crois. Je lis rapidement, je suis intéressée à tout. J'ai un très grand éventail de lecture. Une érudite maintenant. C'est ça. Donc, je me suis inscrite à l'université en littérature. Et là, en littérature, il y a toujours comme une petite rencontre là, avant que la session commence, puis on nous remet un petit cahier là, avec un paquet de livres. Là. Donc, il faut choisir un certain nombre dans l'année qu'il faut lire et analyser. Et là, au risque de paraître un peu pédante, j'avais lu presque la totalité de la portion roman. Poésie et essai, ça, c'était moins mon truc. Puis là, dans toute ma... je sais pas comment dire ça, pédantitude de mes 20 ans. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je m'en vais faire là? J'ai déjà tout lu ça, moi. Je connais tout. Je connais absolument tout. Et là, j'ai paniqué. Et là, je me suis désinscrite. Dès le départ. Dès le départ. Je suis jamais rentrée.
Et je me suis inscrite comme étudiante libre au département de musique. OK. Parce que, bon, il était trop tard pour faire une inscription. Et tu n'avais pas toutes joué les pièces de musique qui existaient. Non, quand même. Et je tiens à dire aujourd'hui que j'ai beaucoup de respect pour le bac en littérature. C'est la folie de la jeunesse. Oui, là. c'est ça. Donc, c'est ça. Là, j'ai fait 1 an comme étudiante libre. J'ai préparé des auditions pour entrer en interprétation piano. Et au cours de cette année-là, j'ai développé une tendinite qui est permanente depuis. Ça fait 20 ans de ça et c'est toujours là. Ça n'est jamais parti. Ouais. J'ai essayé beaucoup de choses, puis bon, à un moment donné, je pense qu'il y a un chirurgien qui m'a dit, on peut t'opérer, mais ça se peut qu'on empire les choses, ça se peut qu'on les améliore. Alors, rendu là, je me suis un petit peu découragée. Puis, je me suis inscrite en musicologie. J'ai quand même toffé l'université en musique, mais là, je pouvais pas rentrer en interprétation. Alors, j'ai fait... Ce qui était ultimement ce qui oui, t'intéressait. c'est ça. Ouais. Alors, j'ai fait 1 an et demi en musicologie, que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Okay. En fait, un de mes regrets de ma vie, c'est de ne pas avoir achevé ce bac-là. J'ai abandonné, il restait une session. C'était un petit peu ridicule. Tu l'as fait pour toi-même. Mais c'était le drama de mes 20 ans. Alors, c'est ça, c'était super intéressant, mais j'avais de la misère à m'imaginer qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis... malheureusement, on a tous nos petits défauts. Moi, mon défaut, j'ai un petit problème d'anxiété. J'ai comme besoin de sécurité. J'ai besoin de savoir ce que je vais faire. J'ai besoin de savoir où je m'en vais. Puis, j'avais de la misère à m'imaginer ce que j'allais faire avec un bac en musicologie. Ouais. Il aurait fallu que quelqu'un m'engage comme musicologue après mon bac en musicologie. Donc, ce qui est pas si simple que ça, disons. C'est le genre de domaine... un peu ambitieux. C'est le genre de domaine où il faut que tu te crées ton emploi. Exact. Et j'avais pas cette espèce de courage-là à ce moment-là. Alors, j'ai arrêté tout ça. Et je suis retournée au cégep finir mes sciences pures. Wow, OK, non, mais ça, c'est intéressant parce que retourner au cégep, là, t'as quoi? T'as 21, 22 là, à ce moment-là? Oui. Donc, c'est au moins 5 ans après, le passage se fait bien parce que... Non. Non. Parce que on est loin dans la vie, là, de... Oui, on est loin dans la vie. C'était difficile socialement. C'était au début difficile académiquement parce que, on se rappelle, j'avais commencé un double deck sciences nature musique. Et j'avais fait mon premier cours de calcul différentiel. Donc, lui, il était fait. Maintenant, il fallait enchaîner avec le calcul intégral. Hein? Et là, ça faisait 3 ans que je n'avais pas touché à ça. Si tu les fais pas un derrière l'autre, ça peut être... Ça n'a pas été facile. On ne va pas se mentir. J'avais décidé que ce que je voulais aller faire, c'était la météorologie avant de recommencer ça, mon cégep en sciences pures. Et je savais que ça se donnait uniquement à McGill. Okay. Ça allait être en anglais. Et mon niveau d'anglais laissait à désirer, disons-le comme ça. D'accord. Alors, avant de me lancer à McGill comme ça, avec très peu de capacité orale, j'ai décidé d'aller faire mes sciences pures à Dawson, au collège Dawson. Ah, c'est ça la réflexion, parce que sinon, il y a souvent moyen de faire un cours, une sorte de préparatoire qui ne nécessite pas de passer par le cégep lui-même. Oui. Donc, c'est ça. Je suis retournée au cégep, au collège Dawson, en anglais. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que, c'est ça. Au moins, le passage difficile a été fait au cégep et non à l'université. Ça a été une transition pas facile. Si vous voulez une petite anecdote, là. Évidemment. Premier cours de chimie, premier examen, 53%. Je suis revenue chez moi en larmes parce que j'avais jamais eu ça de ma vie. Là. Moi, j'étais une petite première de classe, toujours 90.
Et là, je me suis rendu compte, finalement, que j'avais pas acheté le bon livre. Puis effectivement, à chaque fois que la prof donnait des choses à lire, tu sais, je lisais, puis j'étais comme, mais il me semble que ça n'a pas rapport, mais tu sais, en même temps, qui suis-je pour dire que ça n'a pas rapport? Puis, et là, je dis ça. Alors là, pour le deuxième examen, j'avais acheté le bon livre. D'accord. Et là, j'ai eu 98. Okay, et là, la prof m'avait fait venir dans son bureau un peu inquiète parce que probablement qu'elle se demandait si j'avais copié, si j'avais plagié. Puis là, elle m'a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Puis là, en rougissant, j'ai dit I bought the right book. Et là, voilà. Là, bon, je sais pas ce qu'elle a pensé de moi, mais bon, je laisse ça à sa discrétion. C'est la fois impressionnant et inquiétant, en fait. C'est comme les deux simultanément. C'est ça, tout à fait. Donc, oui, ça a été un passage en anglais difficile, mais bon, il s'est fait au cégep au lieu de se faire à l'université, ce qui était une bonne chose. Et le reste, c'est ce qu'on a discuté tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu fais encore de la musique? Ah, mon Dieu, très peu, très peu. En fait, enceinte de Kira, j'avais comme cette espèce de besoin que mon bébé entende de la musique. D'accord. Donc, je m'étais remis à jouer. Je m'étais même trouvé un professeur. J'avais préparé un petit répertoire, puis j'avais donné un concert là, enceinte de, je pense, 7 mois et demi, là, 8 mois. Donc là, à ce moment-là, j'avais beaucoup joué, là, j'avais beaucoup pratiqué. Mais bon, ensuite, bon, là, avec le bébé, on joue moins. Puis après ça, quand elle a eu l'âge de s'exprimer sur moi qui joue du piano, c'était « Oh, maman, pas de piano! » Bon, alors, c'était pas très apprécié quand je jouais. D'accord. Et ben, je rejoue toujours pour moi, là, pour mon plaisir, mais pas, je travaille pas très, très fort. Puis, je le sens que dès que j'essaie de jouer une pièce avec un peu de gusto, là, puis que je m'y mets, ben là, tout de suite, le coup de gauche. Ah ouais, ça refait mal. Ouais. Oui, ça revient tout de suite, là. Donc, il faut que j'y aille doucement, tranquillement, que je me redonne le temps de réchauffer tout ça. Tu sais, ça enlève un peu de plaisir, et là, ça dans ne te tout ça. ressemble pas. Ben, c'est ça, j'en ai envie, là, tu sais, de jouer avec ses tripes, là, puis que... Mais bon, oui, voilà, c'est ça. C'est pas... Faut que je me contienne un petit peu. Juste avant de passer à la couture, oui. Tu as mentionné ton papa durant notre l'overview de ton adolescence. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'est passé ou on passe au crayon, ça? Ben, je suis très ouverte. Ben, tu sais, j'ai mentionné tantôt, mon père est mort juste avant mon entrée en secondaire 2, quelques jours avant la rentrée, en fait. Puis, ben, c'est un suicide. Et j'ai toujours... je trouve ça difficile d'exprimer correctement les choses. En fait, chaque fois que j'ai eu à mentionner, tout de suite, les gens ont un malaise, bien entendu. Ils savent pas trop comment prendre la chose. Puis moi, ça m'a toujours un peu fâchée de recevoir cette réaction-là face au suicide, mais que par contre, que je mentionne que mon père était maniaco-dépressif, puis que ça allait pas bien. Là, ça, les gens, c'est comme ça, c'est pas, on dirait que c'est pas sérieux. Ça les affecte pas. Ça, il y a pas de ah oui, recul. Non, pauvre toi. Ça vient avec le suicide. Ça vient pas avec la maladie mentale. Puis pourtant, toute la souffrance, en tout cas, du moins comme enfant, là, d'un parent qui est comme ça, c'est ces années-là qui sont difficiles. C'est du temps de la maladie, tu sais. Puis, j'aime pas l'amener comme ça, mais comme enfant, le regard que j'ai eu à ce moment-là au suicide, ça a été comme la délivrance de ça. C'est pas beau de le dire comme ça aujourd'hui. J'aime pas le dire comme ça. Parce que bon, en vieillissant, on prend un peu de recul face aux choses, mais c'est comme ça, comme enfant, que je l'ai vécu. Puis c'est ça me fâchait beaucoup
de recevoir juste de l'empathie pour le suicide et non pour la maladie mentale. Ça. Ouais. C'est intéressant parce que, justement, je pense que c'est un geste fort, effectivement, donc d'où le fait que c'est ce qui semble ressortir, mais au jour le jour, ce qui est vécu, c'est finalement une grande partie de ce qui venait avant, là. Ben oui, c'est ça, c'est une accumulation de souffrances épouvantable, là. Donc, en fait, le drame, c'est ça. Le drame, c'est toute la souffrance qui mène à ça. Donc, ouais. C'est un geste qu'on comprend, qu'on accepte, ou... Ça m'a pris beaucoup de temps à en être triste. Je sais que c'est ça, ça a l'air spécial, mais sur le coup, pour moi, ça a vraiment été une délivrance. Puis, la meilleure façon que je pourrais vous expliquer ce qui s'est passé, quand, je pense que j'avais à peu près, ça faisait presque 10 ans là, que mon père était mort, je pense 22, 23 ans. Ma mère faisait du ménage dans le salon, dans la bibliothèque, puis on avait un paquet de vieilles cassettes, là, puis là, elle voulait jeter des affaires, puis là, elle réécoutait tout ça. Puis là, elle est tombée sur un enregistrement des 3 ans de mon frère. J'étais pas encore née, je pense. Ou c'était ses 2 ans. Non, ça devait être ses 2 ans. Donc, c'est 2 ans, puis là, il y avait toutes mes oncles, mes tantes, puis mes grands-parents. Puis là, ben, il s'était enregistré avec un petit magnétophone, là, puis là, ça durait comme peut-être une demi-heure, cette affaire-là. Puis là, j'avais réécouté ça avec elle, puis c'était bien drôle là, de réentendre tout ça, puis la petite voix de mon frère, « Encore de la saucisse! » Bon, c'était bien mignon. Puis là, tout d'un coup, il y a une voix que j'ai pas reconnue. Puis là, j'ai demandé à ma mère, « Mais c'est qui ça? » Et là, ma mère m'a regardé vraiment bizarrement en me disant, « Ben là, Annie, c'est papa. » Puis je suis comme, « Hein? Ben non, je le reconnais pas. » Ah ouais. Et c'est là que j'ai compris, tu sais, on s'en doute bien, là, je veux dire, mon inconscient savait bien que ma mère avait pas marié un homme dépressif, déprimant, qu'il y avait eu du beau dans tout ça, là, que, tu sais, ça avait été une personne en forme, souriante, avec de l'humour, puis tout ça. Mais comme moi, j'ai pas de souvenir de ça, j'ai pas connu cette personne-là. Je me suis créé une image mentale extrêmement négative de mon père. Puis en réécoutant ça, ben là, j'entendais une voix comme enjouée, pleine d'énergie. C'était pas le tu sais, que moi, j'ai juste vu. Puis après ça, elle m'a montré une vidéo, je pense, du 35e anniversaire de mariage de mes grands-parents. Puis là, mon père lisait un petit poème qu'il avait écrit avec ses beaux-frères. C'était super drôle, super spirituel, c'était beau. Puis là, je le voyais, puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, mais j'ai pas connu cet homme-là. Je sais pas c'est qui cet homme-là. Puis là, tout d'un coup, tu sais, toute cette frustration-là, toute cette espèce de... C'est comme si on avait tout d'un coup tout détruit l'image que je m'étais fait. Puis là est venu le regret. Tu sais, là est venu le « Oh mon Dieu, mais peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose. Peut-être que les médicaments auraient pu marcher. Peut-être que j'aurais pu connaître cet homme-là. Peut-être qu'on aurait pu avoir toutes ces discussions-là super le fun. Peut-être que j'aurais enfin, tu sais, connu l'intellectuel, parce que mon père, c'était un intellectuel, c'était quelqu'un de super intéressant, qui, comme moi, lisait plein de choses. On aurait pu, je sais pas, on aurait pu jaser tellement, on aurait pu partager, il me semble, tellement de choses, puis ben, on le fera jamais. On le fera jamais. Puis c'est ça. C'est à partir de ce moment-là qu'est venu tout le regret, puis que là, toute ma réflexion par rapport à ce qui s'était passé a complètement changé. D'accord. Et c'est ça, c'est avec un regard un peu plus mature, parce que, tu sais, comme enfant, c'est triste, mais on regarde nos parents avec un regard... on les aime en fonction de ce qu'ils nous apportent. C'est très égoïste, un amour d'enfant. Hein? C'est pas... malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'empathie dans un regard d'enfant. C'est ça, c'est qu'est-ce que l'adulte nous apporte? Est-ce qu'il nous apporte de la sécurité? Est-ce qu'il nous apporte de l'amour? T'sais? Puis, si on reçoit pas ça comme enfant, ben c'est ça, cette figure-là d'adulte est pas mal moins intéressante tout d'un coup.
Donc, oui, c'est ça. C'est plus comme adulte qui est venu le regret puis la tristesse par rapport à ce geste-là d'en finir. D'accord. C'est intéressant parce que là, maintenant, ultimement, tu as toi-même des enfants. Oui. Et est-ce que ça change ta façon d'approcher tes enfants? Ah mon Dieu, oui. Ben, en fait, il y a des choses par-dessus lesquelles je dois passer parce que, veux pas, c'est ça, la maladie de mon père, ça reste un traumatisme. Puis, je l'ai tellement vu déprimé dans le salon, déambuler dans la maison sans trop savoir quoi faire, puis juste comme replacer une chaise en dessous de la table, fermer une porte de garde-robe si je cherchais quelque chose à faire dans la maison. Je garde cette espèce d'image d'un fantôme là, triste dans la maison. Puis j'avais comme... Je me donnais comme au début pas la permission d'être triste devant mes enfants. Pour moi, pleurer devant mes enfants, c'était comme un non. Non, jamais. Je suis restée avec l'impression que j'ai survécu à tout ça parce que ma mère est restée solide. Puis là, je me disais, il faut que je sois solide, moi aussi. Puis je m'autorisais pas, tu sais, à... Donc là, c'était complètement de l'autre côté. Oui, c'est ça. J'avais du mal à m'autoriser à montrer à mes enfants que j'allais pas bien, que j'étais triste. Ou si je le faisais, j'en ressentais énormément de culpabilité. Puis, à un moment donné, ben, en jasant avec d'autres mamans, ben, tu sais, j'ai entendu le discours opposé dire, ben non, ça fait partie de l'apprentissage de tes enfants. Faut qu'ils te voient gérer tes émotions, qu'ils te voient être triste, puis le gérer comme il faut, puis en parler, puis ça fait partie de leur développement d'apprendre à vivre cette émotion-là. Puis là, tout d'un coup, ça fait comme, OK, on va essayer, mais il faut le faire dans l'équilibre. Juste un peu. Mais c'est ça. Donc, c'est ça. Ça fait partie de mon apprentissage en tant que maman, là, qu'est-ce qu'on peut montrer comme émotion à ses enfants, qu'est-ce qu'il vaut mieux garder pour soi. Ça doit être une balance qui est particulièrement difficile à avoir. Écoute, je prends les 3 ou 4 dernières minutes là, qui nous restent pour discuter là, du projet que... Je sais pas si c'est un nom officiel ou si c'est appelé comme ça, là, mais le projet Zéro Vêtement. J'adore ça. C'est ton objectif de ne jamais acheter de vêtements, c'est ça? Oui, ben, on va commencer par dire que c'est pas que je porte mes vêtements à les user jusqu'à la corde, non, c'est que je fais de la couture. Je fais de la couture, c'est mon nouveau... hobby. J'ai eu plein de phases. J'ai eu ma phase musique, ma phase théâtre, ma phase danse swing sur laquelle on a sauté. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, exact. Il faut le mentionner. Benjamin et moi, on s'est connus par la danse. Puis ben là, maintenant, ben, je suis dans ma phase couture parce que ben, malheureusement, la danse, ça se passe après 10 heures le soir avec des enfants. C'est pas super. Alors, quand ma fille est rentrée à la garderie, au CPE, sur le chemin, il y avait un appartement sur la rue Saint-Hubert avec toujours des racks à linge d'enfants. Puis la porte était souvent ouverte. Il y avait de la musique. Puis là, je voyais une fille qui faisait de la couture. Puis là, à un moment donné, après être allée porter ma fille à la garderie, j'ai mis mon nez dans le cadre de porte. Puis là, j'ai dit, je suis en congé de maternité. Faut que j'aille porter ma fille au CPE pour garder sa place. Il me reste encore 2 mois. Tu veux-tu de l'aide? Pas besoin de me payer. Je fais ça bénévolement, puis montre-moi des affaires. Alors, c'est comme ça que j'ai appris à coudre. Wow! On the fly. Et ben, ça fait maintenant 8 ans que je fais de la couture. Et là, bon, ça s'est perfectionné pas mal, mon affaire. Puis, ben, c'est rendu que je fais tous les vêtements des enfants, les miens et ceux de l'homme. La seule chose que je fais pas, c'est les habits de neige. Ça, c'est un petit peu plus technique. Et les bas. Parce que, bon, les bas, ça a une couture au bout, c'est pas très agréable pour les orteils. Donc, c'est plus quelque chose qui se tricote. Donc, c'est ça. J'essaie de tout faire ça. J'ai beaucoup de plaisir là-dedans. C'est mon petit projet artistique des dernières années, là. J'aime ça... prendre un tissu, puis imaginer qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, qu'est-ce qui serait beau, comment ça tombe,
les couleurs, agencer des couleurs, c'est ça, créer quelque chose de beau. Puis en plus, ben ça va être porté après, ça va être vu. Mais si tu me permets, je montre à l'écran toi qui est deux ou trois images là de toi qui coud. Je nous en montre une deuxième ici, quelque chose que tu as fait qui est très années 70. Ben oui. Et puis un troisième que j'ai choisi au hasard. Oui, c'est vrai, c'est le même. C'est ce fameux cardigan. Si jamais il y a des gens qui sont intéressés, allez voir, c'est sur ta page Facebook, on en a plein qui apparaissent. Ah oui. On parlait tout à l'heure là, que le regard d'un enfant est très... Il y a pas beaucoup d'empathie, mais il y a beaucoup de je prends... Comment est-ce qu'eux, ils trouvent ça de se faire leurs vêtements par maman? Est-ce qu'ils voudraient plutôt que ça soit acheté? Non, ben en fait, moi, c'était ma grande peur. Là. Ma fille est rendue, elle va avoir 9 ans là, au mois de janvier. Puis là, moi, il me semble, dans mon souvenir, là, moi, à 9 ans, là, c'est pas mal l'âge où je commençais à vouloir que mon jean, ce soit un jean Levi's et non un jeans bleu, parce que ça, c'est la honte. Bon, alors, tu sais, j'appréhendais comme ce moment-là où ma fille voudrait, tu sais, la même chose que tout le monde. Et non, c'est pas arrivé. Pas du tout. Elle est très, très fière de ses vêtements uniques. D'accord. Et bon, je pense qu'elle reçoit aussi beaucoup de commentaires là, de ses professeurs et du service de garde et tout ça. Donc, je pense que elle aime bien ça. Je pense qu'il y a un petit côté coquette. Là. D'accord. Mon fils est plus difficile. Okay. Mon fils, une très grande fascination pour Spider-Man. Bon, je pense que tous les petits gars de 4 ans, c'est à peu près... C'est tendu. Donc, s'il n'y a pas la thématique de Spider-Man ou les couleurs bleu, rouge, noir, là, c'est plus difficile à faire passer. Là. C'est limitant du niveau artistique, oui, c'est ça? Oui, un petit peu. Il y a un créneau là, très mince, là. Oui. J'ai moins de liberté. T'as moins de liberté, oui, c'est ça. Ben, écoute, je suis déjà en train de dépasser, là, ça fait déjà plus que le temps que je t'ai demandé, que tu m'as accordé. Donc, je ne vais pas t'en prendre plus, mais sinon, je vais quand même te remercier grandement de m'avoir pardonné l'expression poussé dans le cul pour avoir fait ça sur place aujourd'hui. Donc, premier enregistrement. Sur place, je trouve ça vraiment le fun que ce soit avec toi. J'avais envie que ce soit dans un contexte sur lequel je me sens à l'aise. Mm-hmm. Et le fait que ce soit avec toi, ça m'a vraiment rassuré, ça m'a rendu juste joyeux. Puis, je vais quand même terminer avec une question pour toi, là. Je vois que tu as des boucles d'oreilles de la Triforce. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Cadeau de l'homme de ma vie. D'accord. Voilà. D'accord, parce que... Et je les aime beaucoup. Dans le contexte d'une guerrière, je trouve que ça fonctionne bien d'avoir les boucles d'oreilles de Zelda. Good. Donc voilà, effectivement, il y a plein de choses qu'on aurait pu aborder. Hein, tu l'as mentionné tantôt, le swing où on s'est connus, la danse. Mais bon, ce sera une autre fois. Une autre fois peut-être. Pour les gens à la maison, ben merci d'avoir écouté avec nous ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Merci encore Annie pour cette entrevue tout à fait lumineuse. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Vous venez d'entendre le parcours des guerrières avec la météorologue Annie Brault. Notre prochain rendez-vous, qui sera déjà le dernier de cette courte 4e saison, est avec l'écrivaine, bédéiste et tatoueuse Mélodie Vachon-Boucher. Si vous êtes intéressé à assister en direct à l'enregistrement du parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook pour être notifié des différents événements à venir. D'ici là, c'était le Scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.